Très bien. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, Madame la directrice, et tous en vos grades et qualités, et nos amis étrangers également, j'en ai reconnu quelques-uns. Donc bienvenue à Paris, et je suis vraiment heureux de pouvoir ouvrir cette journée stratégie climat. Vu notamment que j'ai découvert ce matin que la journée la plus chaude, qui était avant-hier, en fait, a été battue hier par... donc la journée la plus chaude, c'était hier, après avoir battu le record avant-hier. Et je ne sais pas aujourd'hui si on va battre le record de chaleur. Peut-être dans la pièce, la température risque de monter. Alors, je vais vous présenter rapidement la stratégie climat et défense, le pourquoi on a organisé cette journée, pourquoi si rapidement, et puis un petit peu les perspectives pour les armées. La particularité, alors nous sommes ici, c'est l'occasion du premier anniversaire de la stratégie climat-défense qui a été mise en œuvre et placée donc sous mon autorité en tant que délégué climat du ministère et sous l'autorité de la haute directrice déléguée au développement durable, Madame Sylviane Bourguet. Donc, on est une des briques avec d'autres stratégies, développement durable, développement de l'eau et toutes ces choses-là. Donc, c'est pour bien resituer toutes les actions qui sont menées au sein du ministère. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux de vouloir faire un bilan seulement un an après son adoption. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie qui a été faite en un temps record au sein du ministère, avec les contributions EGA, DGA, DGRIS et tous les acteurs, et évidemment le périmètre EMA. Mais les choses avancent vite et je voulais en témoigner aujourd'hui en demandant à tous ceux qui sont engagés dans ces stratégies climat, dans les différents groupes de travail, de pouvoir faire un bilan au bout d'un an et de pouvoir partager ça avec nos amis étrangers. J'ajoute que cette journée vise aussi à croiser les regards et les expertises, ceux des armées, ceux de Météo France, que je remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui, de l'Institut des relations internationales et stratégiques, que j'ai vu tout à l'heure, qui anime l'Observatoire Défense et Climat, qui soutient nos efforts de connaissance et d'anticipation en matière de sécurité climatique, ainsi que nos alliés britanniques avec lesquels nous avons récemment élargi notre dialogue stratégique au climat, et enfin le Service européen d'action extérieure, qui est une force motrice de l'engagement européen sur le climat, la sécurité et la défense. En fin de journée, la secrétaire d'État clôturera nos travaux en mettant en lumière quelques avancées significatives et perspectives d'action. Et pour ma part, je souhaiterais rappeler pourquoi le dérèglement climatique est aussi l'affaire des armées et brosser d'abord un tableau général de l'engagement de ce ministère en matière de défense verte et de sécurité climatique, en particulier dans le cadre de cette stratégie. Alors, au gré des rapports du GIEC et des travaux conduits par les grands organismes de recherche, nous connaissons tous de mieux en mieux le contexte et les perspectives climatiques. Il ne se passe pas un jour sans que les médias ne rendent compte des effets dévastateurs du dérèglement climatique sur l'environnement physique et vivant de notre planète. Hausse des températures, je l'ai mentionné, le record hier, tout particulièrement en Europe, qui se réchauffe à un rythme 2 fois supérieur à la moyenne mondiale et qui se réchauffera encore d'1 degré supplémentaire d'ici le milieu du siècle. Deuxième effet, la montée du niveau des mers qui va affecter de façon croissante nos littoraux, en particulier outre-mer, avec l'impact sur les infrastructures aéroportuaires. Troisième point, la modification des régimes de précipitation, avec une extension des zones arides et des précipitations souvent torrentielles et dévastatrices. Et puis la raréfaction des ressources, notamment l'eau. L'intensification et la multiplication des aléas météorologiques extrêmes partout dans le monde donne le sentiment d'une accélération du dérèglement du climat et de l'inondation géante du Pakistan aux méga-feux en Australie et au Canada ou des phénomènes cycloniques de grande ampleur dans les Caraïbes ou l'océan Indien et le Pacifique. Ces bouleversements d'ampleur croissante affectent ce qu'il est convenu d'appeler la sécurité humaine, alimentaire, sanitaire, économique, environnementale, politique, et les pays fragiles, ceux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique causé par un développement économique fondé sur l'exploitation des énergies fossiles, sont les plus touchés. Il en résulte des déplacements massifs de population, des crises alimentaires qui déstabilisent des régions entières et leur développement économique, comme c'est le cas aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, avec, c'était évoqué hier dans les travaux qu'on faisait, une inversion, c'est-à-dire que ces pays-là qui accusent un petit peu
les pays du Nord de les avoir mis dans cette situation. Si on élargit la focale, l'accroissement du stress hydrique à travers le monde amplifie les tensions intra- et interétatiques pour l'accès ou le partage d'une ressource vitale. Et nous le constatons bien en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et jusqu'en Europe. La fonte accélérée des glaces de l'Arctique a aiguisé les convoitises, permis le développement d'activités d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et énergétiques, tandis que les routes maritimes polaires pourraient être de plus en plus utilisables. Si la coopération entre les États a longtemps prévalu, elle n'a pas empêché un développement des activités militaires de nombreux pays où il nous faut désormais réfléchir à des scénarios de tension ou de crise ouvertes à long terme. Si le dérèglement climatique ne constitue pas une menace au sens précis du mot, mais au sens militaire du mot, car il n'y a pas d'intention hostile à notre égard, il va en revanche amplifier des menaces vis-à-vis de nous, comme on le voit par exemple au Sahel, où les groupes armés terroristes prospèrent dans un contexte de crise sécuritaire, sociale, environnementale, exacerbée par le changement climatique. Et ce dernier est considéré à juste titre comme un enjeu vital pour les îles et les territoires littoraux de faible élévation, en particulier dans l'océan Indien et le Pacifique Sud, qui risquent tout simplement de disparaître. Enfin, il ne fait pas de doute qu'au regard des effets désastreux du dérèglement climatique dans un monde à plus 1%, celui-ci contribuera de façon croissante à l'instabilité, à la conflictualité internationale, si le réchauffement planétaire se poursuit et atteint plus 2 degrés ou plus 3 degrés. Donc j'arrêterai cette fresque des risques et des menaces amplifiées par le dérèglement climatique et je vais montrer, voir un peu comment les armées sont concernées et le rôle majeur qu'elles ont à jouer, elles qui sont chargées de la défense des États, de la protection de leurs concitoyens et qui sont engagées dans des opérations de paix à travers le monde, qui sont des acteurs majeurs de la gestion des crises et des armées qui contribuent largement aux opérations de secours humanitaire post-catastrophe naturelle, mission qui devrait prendre de l'ampleur. Alors, que pouvons-nous faire et que faisons-nous pour faire face à ces défis ? Les armées occidentales se sont depuis longtemps engagées dans ce que l'OTAN a désigné comme la défense verte, c'est-à-dire leur contribution aux politiques publiques et aux efforts collectifs en matière de protection de l'environnement, de transition énergétique et d'atténuation. Le ministère des Armées s'est fortement engagé dans cette voie dès le début des années 2000, et en particulier depuis le Grenelle de l'environnement en 2007. Cette politique sera largement évoquée tout à l'heure par la haute fonctionnaire au développement durable lors de la première table ronde, je crois, ou troisième table ronde, qui décline la politique gouvernementale de planification écologique au sein du ministère des Armées. Son bilan est flatteur et je ne le détaillerai pas ici. Je rappellerai seulement que les armées contribuent de façon très significative à la protection de l'environnement, non seulement dans le domaine foncier du ministère, mais également en appuyant les opérations de lutte contre les feux de forêt, ainsi qu'en protégeant la biodiversité marine de la vaste zone économique exclusive française. Il en est de même en matière de transition énergétique et de développement des efforts de sobriété et d'atténuation, dans un contexte où le ministère pèse moins de 1% des consommations énergétiques nationales. Comme vous le savez, les armées sont des acteurs spécifiques qui doivent remplir les missions que leur confie le président de la République pour la défense de la nation et de ses intérêts supérieurs. Il leur faudra absorber les nouvelles contraintes du changement climatique, préserver leur capacité opérationnelle pour faire face aux menaces classiques de la force, tout en cherchant à tirer avantage de leur capacité à s'adapter par rapport à des adversaires moins agiles. Et elles doivent donc anticiper les multiples impacts du dérèglement climatique à tous les niveaux, qui sont susceptibles d'affecter la résilience des armées, la conduite des opérations, leur capacité, le soutien des forces et la préparation opérationnelle. C'est cela la sécurité climatique qui est au cœur de la stratégie climat et défense, dont je vais vous présenter les grandes lignes et la manière dont nous la mettons en œuvre. Alors, la conférence internationale des ministres et hauts responsables de la défense, intitulée « Climat et défense, quels enjeux ?», organisée à Paris en octobre 2015, quelques semaines avant la COP21, à laquelle j'avais pu participer déjà, j'étais un des premiers convertis, avait permis au ministère des Armées de se saisir de la question de l'impact du dérèglement climatique sur la défense. Mais dans les faits, seul le volet connaissance-anticipation a été développé à cette époque, sous l'égide et la forte impulsion de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie.
Et il faut reconnaître qu'à l'époque, les armées n'avaient pas suivi, ou du moins elles ne s'étaient pas engagées dans une démarche d'anticipation, adaptation, que de manière dispersée. Il y avait quelques initiatives, mais ce n'était pas un engagement global. Et c'est précisément ce que je souhaite, ce que cette stratégie climat et défense souhaite corriger. Il n'est pas un acteur du ministère qui ne soit pas concerné ou qui ne puisse contribuer à la stratégie et au moins à l'un des 4 axes d'effort qu'elle définit. Premier axe qui est la connaissance et l'anticipation, donc ce premier axe qui a été développé depuis quelques années, qui englobe à la fois la sensibilisation et la formation aux enjeux de défense, aux enjeux du changement climatique, l'anticipation, les effets, tout le spectre des missions qui peuvent être conduites qui vont être nécessaires dans le cadre du changement climatique. Donc, deuxième partie qui est irriguée par cette réflexion-là, c'est l'adaptation des armées. Donc, c'est naturellement le cœur de la stratégie, la marche haute qu'il va nous falloir franchir. Qu'est-ce que ça signifie? Il nous faut construire une stratégie d'adaptation des armées qui va être fondée sur une vision anticipatrice des impacts du dérèglement climatique à différentes échelles. Internationale, naturellement, car c'est le cadre d'intervention des armées. Donc c'est donc la connaissance des zones d'action où nous pourrons nous déployer. Et nationale également, car seules des infrastructures résilientes permettront d'assurer les missions, l'entraînement des forces, dans l'ensemble des grandes fonctions stratégiques que sont la connaissance et l'anticipation, la protection, la prévention, l'intervention et la dissuasion. Ça signifie donc de disposer de doctrines adaptées, déclinées par chacune des armées et directions et services, et d'introduire le changement climatique comme nouvelle donnée d'entrée dans les démarches capacitaires et d'innovation, et d'adapter notre préparation opérationnelle à des environnements qui seront plus contraignants et plus abrasifs. Le troisième axe, qui est mieux balisé, porte sur la poursuite des efforts de protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi qu'en matière de transition énergétique et d'atténuation. La stratégie de défense durable et la stratégie énergétique de défense, qui ont été adoptées en 2020, nous y engagent. Et enfin, le dernier axe, qu'il s'agit d'amplifier la coopération à tous les niveaux. C'est une priorité. Et donc, je salue ici la présence des étrangers qui sont venus assister à cette journée. Ça signifie partager les connaissances au sein du ministère pour engager les acteurs, les informer, décloisonner, favoriser l'action de transformation. Et nous devons, dans le même temps, nous rapprocher des acteurs nationaux susceptibles d'appuyer la stratégie climat, de nous faire bénéficier de leur savoir-faire. Donc, je remercie également toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui et avec qui nous travaillons. Donc ça concerne d'autres départements ministériels, mais également des établissements scientifiques, des centres de recherche, des think tanks. Les actions engagées en ce sens vous seront présentées. J'en profite pour une nouvelle fois remercier tout le monde. Enfin, la coopération internationale, essentielle. Nous avons besoin de partager nos expériences, notamment dans des cadres d'organisations internationales comme l'OTAN et l'Union européenne, qui favorisent ce partage et qui ont pris en compte ces défis considérables. Voilà. Je vais détailler maintenant un petit peu la phase 1 du plan d'orientation et d'action à conduire. Donc la stratégie 1 an, c'est sorti avril ou avril, l'année dernière. Dans la foulée, on a fait un plan d'action qui a été coordonné au niveau du ministère. Et je vais vous détailler un petit peu la manière, enfin les actions qu'on a conduites. Donc octobre dernier, donc 6 mois après la stratégie, nous avons adopté une comitologie adaptée, ainsi qu'un plan d'action en grande partie fondé sur le lancement de 5 ateliers permettant de poser les fondations d'une transformation de long terme. Cette phase 1 doit s'achever en fin d'année prochaine, et à laquelle on va mettre en place un nouveau plan d'orientation et d'action à conduire qui sera de long terme également, qui précisera les objectifs, les mesures et les étapes à respecter. Donc mon successeur en aura la responsabilité, je ne vais pas m'engager à sa place, mais cette phase-là va se terminer au mois de décembre, et ensuite on va repartir dans un nouveau cycle d'action à conduire. Donc 5 ateliers, dont les travaux de certains d'entre eux seront évoqués aujourd'hui par les intervenants. Le premier était consacré à la conflictualité et à l'emploi des forces. Donc, c'était l'élaboration d'une réflexion interarmée sur les impacts du changement climatique sur l'emploi des forces. Ce document qui sera élaboré, enfin publié par le CICDE,
en fait, va reprendre, va donner le cadre pour chaque armée de cet emploi des forces. Le second porte sur la démarche capacitaire et d'innovation. Donc la DGA et l'EMA travaillent ensemble à l'analyse exhaustive des impacts du dérèglement climatique sur les capacités dans l'ensemble des dimensions, domaine terrestre, maritime et aérospatial. Et il est impressionnant de voir l'ampleur des impacts présents et à venir. Il faudra dans certains cas adapter les équipements, dans tous les cas il faudra innover, et il faudra introduire le facteur climatique comme donnée d'entrée des processus capacitaires et d'innovation pour être résilient et disposer de systèmes d'armes adaptés au climat des 50 prochaines années ou davantage. Comme pour la transition énergétique, l'anticipation et l'adaptation aux nouvelles contraintes physiques du changement climatique devraient nous permettre d'acquérir un avantage opérationnel face à des adversaires moins agiles. Dans ce domaine capacitaire, évidemment, c'est un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la profusion de données, de recueillir toutes les informations. On sera plutôt dans une approche de frugalité et de sobriété qui change totalement la manière dont on conçoit les systèmes, mais aussi dont on élabore les doctrines d'emploi. Ce changement de mindset sur sobriété et frugalité est important et doit être pris en compte. Certains ont déjà pris en compte dans le développement du numérique pour élaborer tout ce qui concerne les IA génératives ou les choses comme ça. Troisième chantier s'attelle à l'infrastructure. Donc, il était porté principalement par la partie service d'infrastructure de la défense, celui de la résilience des infrastructures militaires et les pour qu'ils soient résilients aux effets des modifications environnementales. Et puis, le premier point, c'était de disposer d'une cartographie prospective de l'exposition de nos infrastructures aux multiples aléas amplifiés par le changement climatique à l'horizon du siècle et au-delà, sachant que la France devrait s'adapter à un réchauffement de 4 degrés à la fin de ce siècle. Pour cela, nous avons besoin de partenaires extérieurs et des progrès significatifs ont été enregistrés. Une étude a ainsi été confiée à la société AXA Climate qui permettra d'obtenir une première cartographie des risques climatiques à l'échelle des communes où sont situées les infrastructures militaires. Et évidemment, ceci aura un impact important sur tout ce qui est stationnement qui sera élaboré en coopération avec la DTIE de la DGA. Il faut qu'on réfléchisse en fait tous nos projets d'infrastructure avec cette optique-là. On construit pour les 40 prochaines années, donc c'est un point qu'il faut qu'on prenne en compte dès maintenant. Donc CGT, c'est une première étape, et donc je salue les travaux qui ont été menés par les différentes responsables de GT, et ça a été fait dans un temps assez contraint, puisque en moins d'un an, on a réussi à mener tous et à avoir une comitologie qui produit, parce que souvent quand on dit la première chose qu'on va faire c'est créer des GT, tout le monde se dit ah ça c'est un sujet qu'on veut enterrer. En fait non, là on a créé des GT pour que ça bouge, et ça bouge. Voilà, donc sur ces points, deux autres ateliers, oui, il y a encore deux autres ateliers que je n'ai pas détaillés, qui sont consacrés respectivement à l'environnement normatif ainsi qu'à la coopération internationale. Ils permettent une vision partagée des enjeux présents et à venir. Et je ne vais pas tout détailler, mais il y a eu beaucoup de travail de fait sur ces deux axes également. Donc voilà ce que je voulais dire sur le plan d'action que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Nous avons franchi un cap important en quelques mois. Cette journée n'est pas qu'une journée de bilan, c'est une journée aussi de rebond. Je pense qu'il faut qu'on va regarder rapidement dans les rétros pour voir ce qui a été fait. Je vous ai fait un aperçu, mais il faut surtout regarder dans le viseur pour voir là où il faut encore aller et là où il faut développer des actions pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie et s'adapter le plus rapidement possible. Voilà, donc je ne vais pas détailler plus ce point-là. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de celle qui était organisée en 2015 et qui sera suivie par d'autres, pour que chaque armée prenne bien à son compte cette année la déclinaison de ce qui a été fait au niveau central, et que dans un an, cette journée stratégie climat, on va institutionnaliser cette journée de manière annuelle. Et cette année, c'est l'EMA qui l'a organisé. L'année prochaine, ce sera une des 3 armées. Et on va essayer de tourner tous les ans pour pouvoir garder la dynamique de réflexion. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous ceux qui ont permis
le lancement de CGT. Et un remerciement particulier à M. Nicolas Rigaud, qui a été le maître d'œuvre et le chef d'orchestre d'un orchestre qui au début était à trois flûtistes. J'espère qu'on va pouvoir faire grossir l'orchestre et que l'animation va nous permettre de nous adapter. Merci. Et je laisse la place au suivant, à la première table ronde, je crois. C'est ça. Merci à tous.